Un soir, chez les Leroy-Dupré, on m'a fait venir pour danser le tango. On me drape dans le châle de Sévilla, on me champagne, tous frappent leur paume en cadence. L'hôte, le peintre, L-A-U-T-H, note. Probablement s'agit-il du chimiste Charles L'Hôte, mort en 1913, appelé ironiquement par Catherine le peintre, car il était spécialiste des colorants. Il a en particulier découvert une matière colorante importante, le violet L'Hôte. Il était alors directeur de l'école de physique et de chimie. Frappe leur paume en cadence, l'hôte, le peintre, me chante d'abord pour éveiller la gitane en moi, des chants de là-bas en grattant sa guitare. Nous nous regardons dans les yeux longtemps, et puis je danse, et la gitane s'éveille, et mon corps s'éveille, et l'hôte me parle, et ne sait plus ce qu'il dit. Note. Catherine a fait un voyage en Espagne en 1903, sur lequel il ne semble pas qu'elle ait écrit, mais que l'on connaît par quelques allusions postérieures. Elle a assisté à des corridas, un peu appris la langue et les danses gitanes. Madame Lucien Fontaine fut d'ailleurs le témoin d'une de ses prestations flamenca. Guillemets. Mille remerciements, écrivit-elle en espagnol à Catherine, et mille applaudissements enthousiastes à la gracieuse danseuse, dont elle n'oubliera jamais le charmant chanteur. Fin de guillemets. Dans Agnès, Catherine Pozzi fait de la danse russe, gitane, javanaise, nègre, une des données de sa vie à construire. Et en 1927, allant voir Joséphine Baker, puis en 1928 la Argentine, elle se rappela avec nostalgie ses propres dons. Reprise. Et puis je rentre seule en fiacre dans la nuit, seule dans le froid, les yeux agrandis et les poignets tremblants. Suis un texte, entre guillemets, en espagnol, traduction. À cette plus haute tour, je dois aller pleurer, pour qu'il écoute mes lamentations, le Dieu qui est aux cieux. Fin de guillemets. Seul, frissonnant du désir que je viens de faire vibrer dans les cœurs de tous ces hommes, qui l'assouviront avec leurs femmes dans 1 heure, guillemets. Et il en fut plus tendre ce soir-là, fin de guillemets. Puis guillemets en espagnol, traduction. Je ne connaîtrai plus grand bonheur, ni mériterai plus grande gloire que de ta bouche à la mienne. Il n'y est place pour une épingle, petite compagne de mon âme. Fin de guillemets. Celle qu'il a fallu pour danser que j'éveille en moi-même, celle-là ne veut plus me quitter. Mon Dieu! Pouvaient-ils comprendre ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas une comédie, cela. N'est pas un rôle qu'on peut laisser ou reprendre, une chanson qu'on peut dire ou ne pas dire. Pouvaient-ils comprendre ce qu'ils ont fait? Je me souviens de ce retour en fiacre, de la rue du Cirque à l'avenue d'Iéna. Il y a eu ce soir-là, pendant une demi-heure, pelotonnée dans le coin d'une triste et lente voiture, une pauvre gosse de gitane, se laissant torturer par son propre désir. Proie facile, dans la triste et lente voiture, proie facile, comme vous aviez soif d'un baiser, comme 2 bras autour de vous, vous eussiez été tout alors. Pouvaient-ils comprendre ce qu'ils avaient fait? Guillemets. N'a-t-elle pas honte? Semblent me dire les voix des vertueuses et irréprochables en l'adultère, mesdames X, Y et Z, nos relations qui lisent par-dessus mon épaule. N'a-t-elle pas honte d'avouer des choses pareilles? Allez prendre un bain tiède, petite hystérique, allez. 10 avril 1904. Une demi-page découpée, puis ne perdons pas de temps. Faut savoir où j'en suis. Amitié de Marcel Schwob. Note. Conteur, philologue, traducteur, romancier, chroniqueur, Marcel Schwob, né en 1867, fut l'un des princes de la vie littéraire parisienne. Guillemets. Le pauvre et charmant Schwob, fin de guillemets, était le patient reconnaissant de Samuel Pozzi, qui essaya en particulier de l'aider à se passer de morphine. Catherine aimait
l'érudition et l'ironie de Marcel Schwob, qu'elle considérait comme son mentor intellectuel. Il allait mourir en 1905. Reprise. Amitié de Marcel Schwob, beaucoup. Travail et lecture, peu. Estime de soi, peu. Espoir de soi, haut et bas, plus souvent bas. Mépris des autres, beaucoup. Et une demi-page découpée. Le groupe des jeunes, la revue avortante Les Essais, notes. La revue Les Essais, parue d'avril 1904 pour la première livraison Daniel Halévy et Anna de Noailles donnèrent des textes, à juillet 1906. Les pages de couverture du dernier numéro, seules reproduites sur le microfilm de la Bibliothèque nationale, indiquent que Les Essais ne publient que de l'inédit, que son administrateur gérant, après Jacques Richet, était devenu Jean-Louis Vaudoyer. Les secrétaires de la rédaction furent Eugène Marsan, Henri Mathinaud, Jean-Louis Vaudoyer, mais pour autant que l'on puisse en juger en l'état de la collection consultable, Catherine Pozzi n'a pas publié dans les essais. Parmi les collaborateurs, l'on trouve Jean de Fauville, Marcel Crupi, Jacques Copeau, Robert de Traz, Georges et Robert Valéry Radeau, et un certain Jacques Desgrolles, qui n'est autre que Jean Pozzi. Dans son journal d'adulte du 13 novembre 1923, Catherine Pozzi allait se montrer d'un jugement moins sévère sur cette petite société littéraire, guillemets. Nous jouions à la littérature, génération qui ne s'est pas menti, nous avions 16 à 18 ans. Reprise. Le groupe des jeunes, la revue avortante Les Essais, un bâillement, les Vaudoyer Crupi et leur clique arriviste, note, Jean et Marcel Crupi, cousins de Proust et amis de jeunesse de Catherine Pozzi, liés à l'entourage de Sabine Carolus Durand, Jean, mort en 1933, dont la femme, Jean Crupi, dont la femme tenait un salon littéraire, était alors député. Il allait devenir vice-président de la Chambre en 1907, ministre du Commerce et de l'Industrie en 1908-1909 dans le cabinet Clémenceau, puis ministre des Affaires étrangères et de la Justice. Son frère Marcel était juriste. Reprise. Les Vaudoyer Crupi et leur clique arriviste, oh, leur échappée. Flirt. André Bourdet, note. André Bourdet, frère aîné d'Édouard Bourdet, qui allait devenir le mari de Catherine, fut, selon l'expression de Catherine, son premier orgueil de femme. Elle s'ingénia, alors qu'elle avait 20 ans, c'est-à-dire quand elle l'évoque ici, à le guérir d'un amour pour lequel il avait maladroitement essayé de se tuer. Catherine put constater au cours de ce sauvetage ses réelles qualités de Terre-Neuve, puisqu'André Bourdet allait finir par être amoureux d'elle. Il fit une carrière d'ingénieur et publia un recueil de poèmes, Le ciel fermé, en 1951, d'une amertume remarquable. Reprise. André Bourdet, que je hais presque par instants, mais quand des soirs énervés j'excite, et frôle encore en me méprisant avec délice. Paul de Thomas, note, la famille de Thomas, Jacqueline, Maxime et Paul, étaient des amis d'enfance de Catherine. Paul de Thomas devint avocat à la cour d'appel de Paris, se maria et mourut des suites de blessures reçues au chemin des Dames le 7 août 1917. Catherine écrivit à son propos, faisant le bilan de ses amitiés au détour d'un carnet de travail le 25 mai 1914, guillemets, en somme le seul, mais quelle amitié instable, où se joue le franc jeu, et qu'il croit toujours être à même de changer en désir. Fin de guillemets. Reprise.
Paul de Thomas, flirt ironique et platonique, du reste vu rarement puisque soldat cette année. Les de Traz, note Robert de Traz, et son frère Georges de Traz, historien et critique d'art sous le pseudonyme de François Fosca, et auteur de romans policiers sous le pseudonyme de Peter Coram. Reprise les deux Traz, un soir de bal tout au plus, rien là. Jacques Michet, danger à venir, il me plaît. Il serait un ami frère, simple et exquis. J'ai fait la bêtise de lui courir après, et maintenant, non seulement il croit que je l'aime, mais il croit qu'il m'aime. Nous nous téléphonons tous les jours avec nervosité et impatience de nous retrouver. Je ne l'aime pas, mais comment dire, une sorte de tendresse, amitié amoureuse, espère, celle qui voudrait très bien qu'il me prenne dans ses bras, quitte à me mener à la vraie folie que je connais, n'est-ce pas, enfant? Il a 23 ans, pas d'avenir, pas de santé. Stop! Nous aurons de la peine tous les deux, mais ça vaut mieux que de souffrir. Quand trouverai-je une aventure à laquelle je ne sois pas obligée de m'arracher? Amour. Note. Dans son journal d'adulte du 11 novembre 1917, Catherine a allusivement résumé la fin de cette adolescence ardente et insatisfaite, guillemets. La jeunesse passée à courir vers l'amour, toujours aperçue, toujours reconnue autre, la soif, la curiosité, la vanité, fin de guillemets. Reprise. Amour. Toujours Ilan de Casafuerte. S'il revient ce mois-ci, que je le revoie et qu'il veuille encore de moi, 3 petits points. Mon Dieu. Il y a les deux Browning, note. Robert Browning, mort en 1889, et Elizabeth Browning, morte en 1861, poète anglais qui s'était marié clandestinement. À propos de la culture anglaise à laquelle elle a été depuis l'enfance très sensible, Catherine nota dans son journal d'adulte en 1918, guillemets, l'Angleterre m'a donné autant que la France, et des choses plus précieuses, le sentiment de l'invisible, une religion de l'effort vers le divin, Browning, Eliot, l'angoisse sacrée de Shelley, de Swinburne, fin de guillemets. Par ailleurs, c'est grâce à Elizabeth Barrett Browning que Rainer Maria Rilke entra en rapport en 1924 avec Catherine Pozzi. Paul Valéry lui avait en effet dit l'intérêt de son ami I.E. pour l'œuvre de la poétesse, dont Rainer Maria Rilke avait traduit en allemand en 1908 les sonnets portugais. Reprise. Il y a les deux Browning, heureusement, guillemets, qui me sourient du haut du ciel, fin de guillemets. Pauvre petit enfant, à l'âme romantique. Et Schwob, s'il est là encore, quand la souffrance viendra. 13 avril 1904. Déjeuner chez les Le Châtelier, parler de mariage, c'est un de ses sujets à elle. Elle est, moi, pour toute l'horreur des chaînes, petites ou grandes. Ouvrez la parenthèse italique. Ici maman entre. Ça me crispe toujours qu'elle entre quand je travaille, lis ou écris pour voir ce que je fais ou pour rien parce qu'elle passait. Et Dieu sait combien peu elle est tyran, pauvre Lala. Si c'était un mari pourtant, il viendrait peut-être lire par-dessus mon épaule. Horreur. Fin de parenthèse. Reprise. Parler de mariage, déjeuner chez les Le Châtelier. Parler de mariage, c'est un sujet à elle. Elle est moi pour toute l'horreur, des chaînes petites ou grandes. Elle enviait ma jeunesse splendidement à moi, elle qui à mon âge luttait contre toute sa famille. Ouvrez la parenthèse italique. Ici j'entends les hurlements de Jacques se disputant avec quelqu'un dans le couloir.
je le saisis et l'enferme dans mon WC, et je continue au rythme de ses coups de pied dans la porte. Jacques s'est échappé, zut, enfin s'il rehurle, je l'étrangle. Écriture droite. Maintenant que je ne suis tentée par aucun fiancé possible, soyons sincères et clairement, demandons-nous, ma chère petite Podzy si sympathique, si le mariage est une institution pour nous souhaitable. Eh bien non, non, quel que soit l'homme. Pense à cette servitude, habitude, pense le soir lorsque tu rentreras, guillemets. Où as-tu été? Qu'as-tu fait? Dis, vu, combien as-tu payé cette robe? Je ne veux pas que tu te coiffes ainsi. Ton ami IE me déplaît. Tu la vois trop. Je n'aime pas te voir lire ce livre, suivre ce cours, aller dans ce quartier. Fin de guillemets. Pense à ton âme à toi, continuellement écrasée par un autre qui se croira des droits sur elle. Pense à tes actions dont tu devras rendre compte, à tes jugements qu'on pourra condamner, à tes admirations dont on pourra rire, et surtout, vous, mon bien, ma chère solitude perdue à jamais. Non, quel que soit l'homme. Et je me donnerai ainsi pour la vie, en échange de quoi? D'une famille, dont le souci perpétuel me ridera avant le temps, et de l'amour, si c'était vrai, ce ne serait peut-être pas trop que de se donner en échange. Mais toi qui as aimé, chère petite Catherine si sympathique, toi qui as aimé, tu sais bien que cette terrible violence et cette peine épuisante qu'on ne voudrait jamais perdre, ces nerfs tendus vers la mort, ce désir éperdu de néant, ne semblent pas à ton esprit logique des sens à parfumer impérissablement nul hyménée. Tu aurais pu l'épouser, lui, qui résumait tout l'amour, tu aurais pu, et tu n'as su que fuir pourtant ce qui était sage. Te voici donc franche, qui ne ment qu'aux autres, te voici donc arrivé à ceci, le mariage odieux dans l'amour, le mariage coupable sans l'amour. Du reste, avec ou sans, il est pour toi coupable. Est-ce que j'aime mieux étant donné qu'une vie sans aimer m'est impossible? Est-ce que j'aime mieux mon âme ou ma vertu? Ça a l'air fou, mais je me comprends. Sacrifier mon âme, c'est sûr si je me marie. Sacrifier ma vertu, oui. Épicure et Zénon, c'est aussi sûr si je ne me marie pas. J'aime mieux mon âme. Conclusion livide. Où me conduis-tu? 17 avril, plus 4 jours. Je suis allée au bal hier. Jacques Michet devait venir. J'y suis allée sachant que nous nous expliquerions ensemble, que nous n'y allions tous les deux que pour cela. Voilà 3 mois, pas même, que nous nous sommes vus pour la première fois, que nous avons été attirés, poussés l'un vers l'autre par quelque chose d'inexplicable, mystérieux. Oh, affinité élective! Je vais être Paul Bourgesque et Thieresque. Note. Adjectif formé par Catherine, d'après le nom des romanciers Paul Bourget et Gilbert Augustin Thierry. Paul Bourget, mort en 1935, romancier à succès qui peignit le milieu de la grande bourgeoisie. Après avoir attaqué la société, il s'assagit et devint, à l'autre extrême, habitué de mondanité et fidèle des petites comtesses. Il publia en cette année 1904 un divorce. Gilbert Augustin Thierry, mort en 1915, auteur de quelques grandes fresques historiques, choisit de se consacrer au roman. Dans certains d'entre eux, il prétendit dépasser le naturalisme de son époque pour prôner un surnaturalisme empreint d'idées mystiques et occultistes. Reprise. Je vais être Paul Bourgesque et Thieresque, mais j'oserais le dire tout de même, la sensation que j'ai eue en connaissant Jacques a été de le reconnaître, et sans nous être confiés en quoi que ce soit, une parenté aussi incompréhensible que romantique nous alliait. C'est donc avec la simplicité la plus naturelle qu'il m'a demandé hier au soir d'être sa femme. D'un autre, comme ça, je l'aurais trouvé monstrueux. Tes plumes, ô ma belle âme,
Tes sensitives, tes mystiques, tes orgueilleuses, tes impatientes et sauvages plumes, que tant d'espoirs ont teinté de tant de couleurs, ce serait d'horreur hérissées ainsi font-elles vis-à-vis de vous, oiseleurs prétendant au fat sourire, qui osent leur jeter le lacet d'une demande indigne. Bon, mais c'était Jacques. C'est donc sans révolte de sa calme outrecuidance. En fait, mon petit Jacques, si franc, si clair, n'as-tu pas agi là une fois encore avec ton âme toute neuve, comme mon gosse de frère de Jacques à moi, tendant la main vers mon bibelot le plus cher, et trouvant très évident que je le lui donne. Tu m'as dit, je crois en vous, et je t'ai cru, parce que je sais que tu n'as jamais menti. C'est donc sans révolte de ta calme outrecuidance, mais avec la simplicité la plus naturelle, et même avec un peu de peine, que j'ai refusé hier au soir d'être ta femme. Seulement, tu ne comprendras jamais pourquoi. De même que tu ne comprendras pas mon obstination à te répéter que tu ne peux pas me comprendre. Il faudrait que tu dises tout ceci, et plus encore, pour comprendre ce que tu ne peux pas comprendre. C'est tout. Moi je reste avec une tristesse insurmontable et lourde. Je revois les yeux qui disent la vérité pleins de larmes et j'entends, guillemets, je vous aime tendrement pour la vie. Nous serions si heureux, fin de guillemets. C'est l'être le plus clair que j'ai jamais connu. Oui, il pourrait me rendre absolument heureuse. Si vous ne frissonniez pas en moi toujours, mon impossible, ma douce et amère inquiétude, ma précieuse inquiétude. La liberté. Ce n'est pas la permission de sortir seul, de rentrer tard sans être interrogé, de dire ce que l'on veut, de connaître qui vous plaît, etc. C'est l'avenir ouvert, c'est l'espoir, c'est de ne pas se sentir fermer les possibilités qu'instinctivement on rêve. Entrer en se mariant dans un cadre dont on ne sortira jamais, c'est cela que je ne peux pas. Mon petit Jacques, adieu. Plusieurs pages arrachées. 25 avril, plus 7 jours. J'ai donc résisté encore cette fois. Mais je ne le pourrai pas toujours, je le sais bien. Mon Dieu, qui me délivrera de cette horrible soif d'aimer? Être vieille. Pourvu que je ne lui ai pas fait mal à lui. J'agis comme une coquette. Je veux qu'on m'aime, et quand ça y est, je cherche une phrase psychologiquement compliquée qui explique ma fuite. Et je ne suis pas coquette, j'en suis sûre. Mais mon Dieu, être vieille, être calme, vieille. Même soir. Ma malle est ouverte et maman sur le point d'y précipiter avec méthode 2 robes et du linge avec des bottines dans les vides et une dépêche de tante Laine arrêtant tout. Elle ne peut pas venir à la Groslay, désolée, etc. Moi, l'impulsion étant donnée, voulant partir quand même, on s'y oppose. Tout est à refaire, zut! Comme ma veine s'éteint depuis quelque temps, je reste dans ce Paris putride, dans l'ennui toujours égal de l'inutilité incoercible qui s'acharne à poser son lourd spectre d'oubli sur mes frêles épaules. Page blanche, page virginale d'un journal de jeune fille. Peignez-vous d'une roseur confuse. Je reste. Guillemets, italique. Ô fier jeune homme, ô tueur de gazelles, cavalier pâle, au regard de velours, emporte-moi, fin de guillemets. Viens, mais saisis cette occasion qui mérite bien le nom d'unique. En quelles banales orgies perds-tu ces précieuses minutes que tu me dois? Que tout est quotidien, que tout est raté. 18 mai, plus 25 jours. André Troisier m'a téléphoné de la part de son père, qui part pour Florence en ce moment même, une dépêche de madame Baldwin. Guillemets. Audrey
Dernière extrémité. Fin de guillemets. Note. Audrey Deacon, jeune américaine, rencontrée en Engadine au cours de l'été 1903, entretint avec Catherine une amitié quasi amoureuse. Il semble qu'Audrey, âgée de 19 ans seulement, ait souffert d'une malformation cardiaque. Peut-être s'est-elle aussi laissée mourir, n'ayant pas le goût de vivre dans un monde où son père avait été assassiné, comme le sera le père de Catherine en 1918, et où sa mère ne lui semblait qu'indifférence et ambition. 20 ans après sa disparition, Catherine Pozzi allait dédier à Audrey, mais aussi à la comtesse de Ségur, sa nouvelle autobiographique, Agnès. Reprise. Audrey, dernière extrémité. Écrit en anglais, entre guillemets et italique, la traduction est la suivante. Ô Dieu, qui êtes la paix éternelle, dont la récompense suprême est le don de paix, répandez sur nous cette douce paix. Fin de guillemets. Audrey adorée, vas-tu la goûter avant moi, cette paix éternelle que tu appelais? C'est la meilleure part de mon cœur qui agonise en cet instant dans la ville des cloches, et je ne vais pas pouvoir partir. Les autres sont vraiment trop cruels. Je suis allée chez Cook. Un billet d'aller et retour pour Florence, première classe, coûte 200 francs. Mais évidemment, ces billets-là sont les plus chers. Je pourrais avoir un billet direct pour moins, mais il faudrait toujours emporter 200 francs pour les frais d'hôtel. Où trouver l'argent? Je trouverai, là n'est pas la question. Cette menace de partir malgré elle, de partir seule, puisqu'elle ne veut pas me donner son autorisation d'y aller, puis-je faire à maman l'injure de la mettre à exécution? Partir avec Miss Mary, il n'y a que ça. Et je sais qu'elle m'obéirait, même elle prêtera l'argent à elle s'il faut. Pendant ce temps, tu agonises. My own ship. Note. Mon propre navire. Expression tirée d'un poème de Henry Wadsworth Longfellow. Dès 1896, Catherine avait recopié dans les pages de son journal une strophe de ce poème qu'elle avait montré à Audrey en 1903. Ouvrez les guillemets, c'est dit en anglais, traduction. Des navires qui passent dans la nuit et se parlent au passage. Juste un signal fait et une voix distante dans l'obscurité. Ainsi, sur l'océan de la vie nous passons et nous nous parlons au passage. Seulement un regard et une voix, puis de nouveau l'obscurité et un silence. Fin de guillemets. Reprise, tu agonises, mon propre navire, c'est trop horrible. 19 mai, le lendemain. Audrey va mourir. Une de ses dernières lettres, guillemets en anglais traduction. Regarde ces beaux vers de Shelley. Je viens à peine de les lire et n'ai pu résister à les envoyer. Fin de guillemets. Mon cœur se serre d'amertume quand je relis cette lettre-là, elle va mourir. Il semble que rien ne compte plus devant cette idée-là. Les gens qui marchent dehors, les voitures qui passent. L'aspect de la vie extérieure, tout est inutile et puéril des jeux d'enfants. I could lie down like a tired child. Traduction, je pourrais m'étendre comme un enfant fatigué. Oh, fatigué de toutes ces actions étroites tellement peu filles de l'inner germ, tellement peu filles du germe intérieur, tellement peu en rapport avec la force intérieure dont elle procède pourtant, gouffre bouillonnant, qui se dépense en bulles vides s'envolant au hasard, fatigué de ces actions dont le but est, avec l'impulsion d'une disproportion si ridicule, fatigué de faire les gestes des autres, quand un monde aspire à vivre en soi. N'y a-t-il pas qu'à lie down like a tired child, till death, like sleep,
Might-t-il, traduction, n'y a-t-il pas qu'à s'étendre, comme un enfant fatigué, jusqu'à ce que la mort comme le sommeil m'envahisse doucement. C'est un extrait un peu découpé du poème de Shelley que voici. Je pourrais m'étendre comme un enfant fatigué et quitter en pleurant cette vie d'inquiétude que j'ai supportée et dois encore supporter, jusqu'à ce que la mort, comme le sommeil, m'envahisse doucement. Et je pourrais sentir dans l'air chaud ma joue devenir froide et entendre la mer exhaler sur mon cerveau mourant sa dernière monotonie. Fin de guillemets. 20 mai le lendemain. Dépêche de Troisier ce matin. Guillemets. État très grave. J'ai prié toute la nuit. Aussi mon âme était très à fleur de peau ce matin. Et quand maman a encore refusé de me laisser partir, j'ai pleuré. Ma petite Lala, ma petite maman. Quand elle a vu mes larmes, brusquement elle a changé et presque cédé. Elle ne comprend pas, mais elle m'aime tant qu'elle finit par agir comme si elle comprenait. Note. Cette situation semble avoir été caractéristique de leur rapport mère-fille toute leur vie. Maintenant, ô Christ d'Audrey, Christ toute indulgence et tout amour, Christ lumineux en qui je n'ai pas su croire, permets que nous nous revoyions une fois avant qu'elle ne parte pour jamais. Même soir, une dépêche de Troisier. Légère amélioration restée. Ceci en réponse à une demande télégraphique aujourd'hui par maman. Catherine insiste pour partir, donnez votre avis. Ensuite, il y a de l'italique en anglais que je traduis et entre guillemets. Ô Christ, vie et patience, je vous donnerai ma foi. Je croirai en vous comme un petit enfant. Je vous bénirai à jamais. Ce n'est rien. Mes promesses ne sont rien. Comment pourriez-vous croire ce mot que j'ai tellement affaibli? Non. Ce n'est pas une promesse que je demande. C'est seulement une faveur, comme peut en demander une misérable âme humaine. Ô Christ d'Audrey, Christ en qui je crois presque, quel mot pourrais-je vous dire qui vous soit aussi digne qu'une prière? Je suis moins que rien, car je ne m'élève pas vers ma clarté intérieure, mais j'essaierai. Si vous la sauvez, vous comprenez, je le sais, je le sens, amour que j'ai si longtemps mal compris, venez-moi en aide. Fin de guillemets. Dimanche de la Pentecôte. Miss Turton, Diary, journal, 2 points. En anglais, entre guillemets, traduction. Texte du journal de Miss Turton, recopié par Catherine sur cette page de son journal. Jour de la mort d'Audrey. Après 8 heures du matin, elle reposait tout à fait calmement. Il semblait que toute lutte fût finie. Sa respiration allait en s'amenuisant. Après 10 heures du matin, son souffle prit un autre rythme, le dernier. Le docteur Troisier ordonna l'arrêt des remontants. Ainsi, elle reposa toutes ces longues heures sans être dérangée. Nous tenions ses mains, qui devenaient de plus en plus froides. À 2h30, sa respiration cessa. Fin de guillemets. J'ai été ce matin avec la petite Georgette Gans prier dans la chapelle des Bénédictines, rue Monsieur. Note. Georgette Gans, sœur de Henri Gans, mort en 1923, collaborateur de la revue Les Essais, agrégé de philosophie et futur banquier. La famille Gans logeait dans l'immeuble construit par les Pozzi au 47 avenue d'Iéna. Dans la chapelle des Bénédictines, rue Monsieur, elle chantait avec ses voix angéliques. Tous les assistants semblaient recueillis. Je fermais les yeux de temps en temps et je sentais l'agonie d'Audrey, guillemets, italique. Elle agonisait en cette minute, je le sentais et ne le sus que plus tard. Note.
Cette phrase, entre parenthèses, comme d'autres commentaires qui suivent, matérialisés en italique, a été rajoutée en marge du texte par Catherine. Reprise. Et je sentais l'agonie d'Audrey près de moi. Il n'y avait plus que nous deux au monde, et dans nos cœurs que notre amitié. Et cette messe était pour nous, ces voix d'ange, note. Longtemps après cette disparition tragique, Catherine, qui vivait seule avec sa mère à Montpellier, eut ce qu'elle nomma une vision, dont Audrey était le centre. Ce n'est qu'en 1933 qu'elle osa décrire, employant l'imagerie et le vocabulaire de l'amour le plus physique, cette illumination d'1 ou 2 minutes, guillemets. Audrey m'emportait. Déjà, toutes les deux, nous prenions feu, déjà inondées d'une terrible caresse. Déjà, nous nous trouvions à même de ce que les hommes croient qu'ils connaissent contre leurs femmes la nuit. Une merveille, qui était une jeune fille devenue neige et astre, emportait serrée contre elle une vivante, moi, et celle qui était moi était une scorie, un morceau de charbon, quelque chose qui reste feu éteint, fin de guillemets. Ayant traversé le 3e ciel, celui de l'amour, le 4e, celui de l'intelligence, et arrivant au 5e ciel, qui paraissait être le but de notre voyage, Catherine formula son interrogation majeure. Faut-il tuer la chair ou bien la rendre esprit? Tout disparut, et je commençai à tomber. Je n'ai compris ni la dureté des anges, ni la réponse du 5e ciel. Reprise. Et cette messe était pour nous, ces voix d'anges. Au moment de la communion, lorsque le prêtre est descendu tendre l'hostie à quelques fidèles tout près de moi, le souvenir de ces instants-là de jadis, un désir et une peine infinie, contempler d'autres admis dans son paradis perdu, ô mon paradis, mon bonheur à jamais perdu. À jamais, j'ai pensé, cela, je ne vais pas pouvoir le supporter. Et je me suis mise à trembler convulsivement et à pleurer malgré moi. Oh, alors que n'ai-je pu? Sob, my heart and my life out. Note. Que n'ai-je pu sangloter à en mourir? Il y a là une manière de forcer le sens de l'expression qui est intraduisible. En effet, to sob a heart out signifie déjà pleurer à chaudes larmes. Par le rajout her life out, Catherine Pozzi rend l'expression anglaise encore plus dramatique. Reprise. Je n'avais qu'à ne pas résister. Mon cœur se serait bien arrêté tout seul, non. Je n'aurais eu qu'une crise de nerfs, tout au plus. Est-ce que je suis de celles dont le cœur se brise? Va donc. En rentrant après cela une paix, une grande paix. Italique en anglais. Ô Dieu, qui êtes la paix éternelle, dont la récompense suprême est le don de paix. Reprise. J'allais dans la rue et mon corps était aussi indifférent que si ça avait été le corps d'un autre. La première fois, je crois, moi, dont la sensibilité est si extérieure, appelée par tout et tous sur le chemin, à ce point que je ne peux penser à rien sérieusement quand je suis dehors au milieu des passants. Et mon âme était assise dans un fauteuil loin, et elle était tranquille, et mon corps lui était égal. J'avais envie de m'allonger, de dormir. Je sais que j'aurais pu dormir comme un petit enfant. Italique en anglais. Là, je comprends. Ah oui, d'accord. Oui. Comme un petit enfant. Ô religion, comment pouvez-vous ne pas être la vérité si vous avez cette puissance? Mais l'après-midi, il a fallu aller au club et là rencontrer Jacques Michet, quoique sa tendresse soit un remords pour moi en ce moment. Et alors j'ai senti distinctement cette chose irréparable, que je ne l'aimais pas. Comment exprimer mon dégoût de moi-même? Lui encore, je vais le faire souffrir, mon Dieu, je le fais souffrir déjà, et cela sans excuse. Et tandis qu'il me disait avec des yeux où montaient les larmes, ces yeux clairs tellement francs, qui m'avaient appelé à lui, ma petite Catherine, vous ne m'aimez pas comme je vous aime, je le sens. J'avais envie de lui crier, eh bien oui, que je ne le mérite pas. Oh, amie, ma belle âme, tu t'en vas.
Tu t'en vas chaque instant un peu plus. Expier pour que peut-être elle reste. Servir, servir. Mardi 24 mai 1904. J'écrivais cela dimanche soir. Il y a 2 jours, j'écrivais. Et puis, j'allais m'agenouiller auprès de mon lit. Et là, pendant longtemps, j'ai prié, mais aucune paix ne venait de ma prière. C'était comme si je priais dans le désert, comme si ma prière était vaine. Jamais je n'avais senti un tel abandon. Enfin, j'ai senti obscurément et peu à peu, plus certainement, la vanité de ma prière. J'ai senti la vanité de vouloir changer, fût-ce d'une vie humaine l'ordre éternel, et j'ai renoncé à l'espoir, tout d'un coup, de façon totale. Que votre volonté soit faite et non la mienne. Alors la paix, une paix triste, est venue, et je me suis couché.